Chapitre 4. Le voleur et l'évêque. Donc, comme 2 heures du matin sonnaient à l'horloge de la cathédrale, Jean Valjean se réveilla. Ce qui le réveilla, c'est que le lit était trop bon. Il y avait 20 ans bientôt qu'il n'avait couché dans un lit, et quoiqu'il ne se fût pas déshabillé, la sensation était trop nouvelle pour ne pas troubler son sommeil. Il avait dormi plus de 4 heures. Sa fatigue était passée. Il était dans un de ces moments où les idées qu'on a dans l'esprit sont troubles. Ses souvenirs anciens et ses souvenirs immédiats y flottaient pêle-mêle et s'y croisaient confusément. Beaucoup de pensées lui venaient, mais il y en avait une qui se représentait continuellement et qui chassait toutes les autres. Il avait remarqué les 6 couverts d'argent et la grande cuillère que madame Magloire avait posée sur la table. Ces 6 couverts d'argent l'obsédaient. Ils étaient là, à quelques pas. À l'instant où il avait traversé la chambre d'à côté pour venir dans celle où il était, la vieille servante les mettait dans un petit placard à la tête du lit. Il avait bien remarqué ce placard, à droite en entrant par la salle à manger. Ils étaient massifs, et de vieille argenterie. Avec la grande cuillère, on en tirerait au moins 200 francs, le double de ce qu'il avait gagné en 19 ans. Il se leva debout, hésita encore un moment, et écouta. Tout se taisait dans la maison. Alors il marcha droit et à petits pas vers la fenêtre qu'il entrevoyait. Il regarda le jardin de ce regard attentif qui étudie plus qu'il ne regarde. Le jardin était enclos d'un mur blanc assez bas, facile à escalader. Ce coup d'œil jeté, il fit le mouvement d'un homme déterminé, marcha à son alcôve, prit son havre-sac, le fouilla, en tira quelque chose qu'il posa sur le lit, mit ses souliers dans une de ses poches, referma le tout, chargea le sac sur ses épaules, se couvrit de sa casquette dont il baissa la visière sur ses yeux, chercha son bâton en tâtonnant, et l'alla déposer dans l'angle de la fenêtre, puis revint au lit et saisit résolument l'objet qu'il y avait déposé. C'était un chandelier de mineur. Il prit le chandelier dans sa main droite, et, retenant son haleine, assourdissant son pas, il se dirigea vers la porte de la chambre voisine, celle de l'évêque, comme on sait. Arrivé à cette porte, il la trouva entrebâillée. L'évêque ne l'avait point fermée. Jean Valjean écouta. Aucun bruit. Il poussa la porte. Jean Valjean marcha rapidement le long du lit, sans regarder l'évêque, droit au placard qu'il entrevoyait près du chevet. Il leva le chandelier de fer comme pour forcer la serrure. La clé y était. Il l'ouvrit. La première chose qui lui apparut fut le panier d'argenterie. Il le prit, traversa la chambre à grands pas sans précaution, et sans s'occuper du bruit, gagna la porte, rentra dans l'oratoire, ouvrit la fenêtre, saisit son bâton, enjamba l'appui du rez-de-chaussée, mit l'argenterie dans son sac, jeta le panier, franchit le jardin, sauta par-dessus le mur comme un tigre et s'enfuit. Le lendemain, au soleil levant, Monseigneur Bienvenu se promenait dans son jardin. Madame Magloire accourut vers lui toute bouleversée. « Monseigneur, Monseigneur !» cria-t-elle. « Votre grandeur sait-elle où est le panier d'argenterie ?» « Oui, » dit l'évêque. L'évêque venait de ramasser le panier dans une plate-bande. Il le présenta à madame Magloire. « Le voilà. »« Eh bien, » dit-elle, « rien dedans ? Et l'argenterie ?»« Ah !» répartit l'évêque. « C'est donc l'argenterie qui vous occupe ? Je ne sais où elle est. »« Grand bon Dieu, elle est volée. C'est l'homme d'hier soir qui l'a volée. » L'évêque resta un moment silencieux, puis leva son œil sérieux et dit à madame Magloire avec douceur. « Et d'abord, cette argenterie était-elle à nous ?» Madame Magloire resta interdite. Il y eut encore un silence, puis l'évêque continua. « Madame Magloire, je détenais à tort et depuis longtemps cette argenterie. Elle était aux pauvres. Qu'était-ce que cet homme ? Un pauvre, évidemment. »« Hélas, Jésus !» repartit madame Magloire. « Ce n'est pas pour moi ni pour mademoiselle, cela nous est bien égal. Mais c'est pour monseigneur. Dans quoi monseigneur va-t-il manger maintenant ?» L'évêque la regarda d'un air étonné. « Ah ça, est-ce qu'il n'y a pas de couvert d'étain ?» Madame Magloire haussa les épaules. « L'étain a une odeur. Alors des couverts de fer ?» Madame Magloire fit une grimace expressive. « Le fer a un goût. » « Eh bien, dit l'évêque, des couverts de bois. » Quelques instants après, ils déjeunaient à cette même table où Jean Valjean s'était assis la veille. Tout en déjeunant, Monseigneur Bienvenu faisait gaiement remarquer à sa sœur, qui ne disait rien, et à madame Magloire qui grommelait sourdement, qu'il n'est nullement besoin d'une cuillère ni d'une fourchette, même en bois, pour tremper un morceau de pain dans une tasse de lait.
Comme le frère et la sœur allaient se lever de table, on frappa à la porte. « Entrez !» dit l'évêque. La porte s'ouvrit. Un groupe étrange et violent apparut sur le seuil. 3 hommes en tenaient un 4e au collet. Les 3 hommes étaient des gendarmes, l'autre était Jean Valjean. Un brigadier de gendarmerie qui semblait conduire le groupe était près de la porte. Il entra et s'avança vers l'évêque en faisant le salut militaire. « Monseigneur !» dit-il. À ce mot, Jean Valjean, qui était morne et semblait abattu, leva la tête d'un air stupéfait. « Monseigneur !» murmura-t-il. « Ce n'est donc pas le curé ?» ?»« Silence !» dit un gendarme. « C'est Monseigneur l'évêque. » Cependant, Monseigneur Bienvenu s'était approché aussi vivement que son grand âge le lui permettait. « Ah, vous voilà !» s'écria-t-il en regardant Jean Valjean. « Je suis aise de vous voir. Eh bien, mais je vous avais donné les chandeliers aussi, qui sont en argent comme le reste, et dont vous pourrez bien avoir 200 francs. Pourquoi ne les avez-vous pas emportés avec vos couverts ?» Jean Valjean ouvrit les yeux et regarda le vénérable évêque avec une expression qu'aucune langue humaine ne pourrait rendre. « Monseigneur, dit le brigadier de gendarmerie, ce que cet homme disait était donc vrai. Nous l'avons rencontré, il allait comme quelqu'un qui s'en va. Nous l'avons arrêté pour voir. Il avait cette argenterie. »« Et il vous a dit, interrompit l'évêque en souriant, qu'elle lui avait été donnée par un vieux bonhomme de prêtre chez lequel il avait passé la nuit. Je vois la chose, et vous l'avez ramené ici. C'est une méprise. »« Comment cela ?» reprit le brigadier. « Nous pouvons le laisser aller ?»« Sans doute, répondit l'évêque. Les gendarmes lâchèrent Jean Valjean qui recula. « Est-ce que c'est vrai qu'on me laisse ?» dit-il d'une voix presque inarticulée. « Oui, on te laisse, tu n'entends donc pas ?» dit un gendarme. « Mon ami, reprit l'évêque, avant de vous en aller, voici vos chandeliers, prenez-les. » Il alla à la cheminée, prit les 2 flambeaux d'argent et les apporta à Jean Valjean. Les 2 femmes le regardaient sans faire, sans un mot, sans un geste, sans un regard qui pût déranger l'évêque. Jean Valjean tremblait de tous ses membres. Il prit les 2 chandeliers machinalement et d'un air égaré. « Maintenant, dit l'évêque, allez en paix. À propos, quand vous reviendrez, mon ami, il est inutile de passer par le jardin. Vous pourrez toujours entrer et sortir par la porte de la rue. Elle n'est fermée qu'au loquet, jour et nuit. » Puis se tournant vers la gendarmerie. « Messieurs, vous pouvez vous retirer. » Les gendarmes s'éloignèrent. Jean Valjean était comme un homme qui va s'évanouir. L'évêque s'approcha de lui et lui dit à voix basse. « N'oubliez pas, n'oubliez jamais que vous m'avez promis d'employer cet argent à devenir honnête homme. » Jean Valjean, qui n'avait aucun souvenir d'avoir rien promis, resta interdit. L'évêque avait appuyé sur ces paroles en les prononçant. Il reprit avec solennité. « Jean Valjean, mon frère, vous n'appartenez plus au mal, mais au bien. C'est votre âme que je vous achète, et je la donne à Dieu. » Chapitre 5. Double quatuor. En cette année 1817, 4 jeunes Parisiens firent une bonne farce. Ces Parisiens étaient l'un de Toulouse, l'autre de Limoges, le 3e de Cahors et le 4e de Montauban. Mais ils étaient étudiants, et qui dit étudiant dit parisien. Ces jeunes gens étaient insignifiants. Ils s'appelaient l'un Félix Tholomyès, l'autre Listolier, l'autre Fameuil et le dernier Blachevelle. Naturellement, chacun avait son ami. Blachevelle aimait Favourite, ainsi nommée parce qu'elle était allée en Angleterre. Listolier adorait Dahlia, qui avait pour nom de guerre un nom de fleur. Fameuil idolâtrait Zéphine, abrégée de Joséphine. Tholomyès avait Fantine, dite la blonde, à cause de ses beaux cheveux couleur de soleil. Fantine était un de ces êtres comme il en éclot pour ainsi dire au fond du peuple. Sortie des plus insondables épaisseurs de l'ombre sociale, elle avait au front le signe de l'anonyme et de l'inconnu. Elle était née à Montreuil-sur-Mer. On ne lui avait jamais connu ni père ni mère. Elle se nommait Fantine. Pourquoi Fantine ? On ne lui avait jamais connu d'autre nom. Elle reçut un nom comme elle recevait l'eau des nuées sur son front quand il pleuvait. On l'appela la petite Fantine. Personne n'en savait davantage. Cette créature humaine était venue dans la vie comme cela. À 10 ans, Fantine quitta la ville et s'alla mettre en service chez des fermiers des environs. À 15 ans, elle vint à Paris y chercher fortune.
Fantine était belle et resta pure le plus longtemps qu'elle put. C'était une jolie blonde, avec de belles dents. Elle avait de l'or et des perles pour dot, mais son or était sur sa tête et ses perles étaient dans sa bouche. Elle travailla pour vivre, puis, toujours pour vivre, car le cœur a sa fin aussi, elle aima. Elle aima Tholomyès. Amourette pour lui, passion pour elle. Blachevelle, Listolier et Fameuil formaient une sorte de groupe dont Tholomyès était la tête. C'était lui qui avait l'esprit. Tholomyès était l'antique étudiant vieux. Il était riche. Il avait 4000 francs de rente. Tholomyès était un viveur de 30 ans, mal conservé. Il était ridé et édenté, et il ébauchait une calvitie. Sa jeunesse, pliant bagage bien avant l'âge, battait en retraite en bon ordre, éclatait de rire, et l'on n'y voyait que du feu. En outre, il doutait supérieurement de toute chose, grande force aux yeux des faibles. Donc, étant ironique et chauve, il était le chef. Un jour, Tholomyès prit à part les 3 autres, fit un geste d'oracle et leur dit « Il y a bientôt 1 an que Fantine, Dahlia, Zéphine et Favourite nous demandent de leur faire une surprise. Nous la leur avons promise solennellement. Le moment me semble venu, causons. » Sur ce, Tholomyès baissa la voix et articula mystérieusement quelque chose de si gai qu'un vaste et enthousiaste ricanement sortit des 4 bouches à la fois et que Blachevelle s'écria « Ça, c'est une idée !» Un estaminet plein de fumée se présenta. Ils y entrèrent et le reste de leur conférence se perdit dans l'ombre. Le résultat de ces ténèbres fut une éblouissante partie de plaisir qui eut lieu le dimanche suivant, les 4 jeunes gens invitant les 4 jeunes filles. On entrait dans les vacances et ce dimanche était une chaude et claire journée d'été. C'est pourquoi ils se levèrent à 5 heures du matin. Puis ils allèrent à Saint-Cloud par le Coche et déjeunèrent à la tête noire. Les jeunes filles bruissaient et bavardaient comme des fauvettes échappées. Toutes 4 étaient follement jolies. Après le déjeuner, les 4 couples étaient allés voir, dans ce qu'on appelait alors le carré du roi, une plante nouvellement arrivée de l'Inde et qui à cette époque attirait tout Paris à Saint-Cloud. L'arbuste vu, Tholomyès s'était écrié « J'offre des ânes !» Et, pris fait avec un ânier, ils étaient revenus par Vanves et ici. Les ânes quittés, joie nouvelle, on passa la Seine en bateau et de Passy, à pied, ils gagnèrent la barrière de l'Étoile. Puis on songea à dîner, et le radieux huitain, enfin un peu las, échoua au cabaret Bombarda. De temps en temps, Favourite s'écriait « Et la surprise ! Je demande la surprise !» Justement, l'instant est arrivé, répondit Tholomyès. Messieurs, l'heure de surprendre ces dames a sonné. Mesdames, attendez-nous un moment. Ils se dirigèrent vers la porte tous les 4 à la file, en mettant leurs doigts sur la bouche. Favourite battit des mains à leur sortie. « C'est déjà amusant, dit-elle. Ne soyez pas trop longtemps, murmura Fantine. Nous vous attendons. Les jeunes filles, restées seules, s'accoudèrent 2 à 2 sur l'appui des fenêtres, jasant, penchant leur tête et se parlant d'une croisée à l'autre. Elles virent les jeunes gens sortir du cabaret Bombarda, bras dessus, bras dessous. Ils se retournèrent, leur firent des signes en riant, et disparurent dans cette poudreuse cohue du dimanche qui envahit hebdomadairement les Champs-Élysées. Un certain temps s'écoula ainsi. Tout à coup, Favourite eut le mouvement de quelqu'un qui se réveille. « Eh bien, fit-elle, et la surprise ?»« Ils sont bien longtemps, dit Fantine. » Comme Fantine achevait ce soupir, le garçon qui avait servi le dîner entra. Il tenait à la main quelque chose qui ressemblait à une lettre. « Qu'est-ce que cela » demanda Favourite. Le garçon répondit. « C'est un papier que ces messieurs ont laissé pour ces dames. Pourquoi ne pas l'avoir apporté tout de suite ? Parce que ces messieurs, reprit le garçon, ont commandé de ne le remettre à ces dames qu'au bout d'1 heure. » Favourite arracha le papier des mains du garçon. C'était une lettre, en effet. « Tiens, dit-elle, il n'y a pas d'adresse. Mais voici ce qui est écrit dessus. Ceci est la surprise. » Elle décacheta vivement la lettre, l'ouvrit et lut. Elle savait lire. « Ô nos amantes, sachez que nous avons des parents. Des parents, vous ne connaissez pas beaucoup ça. Ça s'appelle des pères et des mères dans le code civil, puéril et honnête. Or, ces parents gémissent, ces vieillards nous réclament, ces bons hommes et ces bonnes femmes nous appellent enfants prodigues. Ils souhaitent nos retours et nous offrent de tuer des veaux. Nous leur obéissons, étant vertueux.
À l'heure où vous lirez ceci, 5 chevaux fougueux nous rapporteront à nos papas et à nos mamans. La diligence de Toulouse nous arrache à l'abîme, et l'abîme c'est vous, ô nos belles petites. Nous rentrons dans la société, dans le devoir et dans l'ordre, au grand trot, à raison de 3 lieues à l'heure. Il importe à la patrie que nous soyons, comme tout le monde, préfets, pères de famille, gardes champêtres et conseillers d'État. Vénérez-nous. Nous nous sacrifions. Pleurez-nous rapidement et remplacez-nous vite. Si cette lettre vous déchire, rendez-le lui. Adieu. Pendant près de 2 ans, nous vous avons rendue heureuse. Ne nous en gardez pas rancune. Signé Blachevelle, Fameuil, Listolier, Félix Tholomyès. Post-scriptum, le dîner est payé. Les 4 jeunes filles se regardèrent. Favourite rompit la première le silence. « Eh bien, s'écria-t-elle, c'est tout de même une bonne farce. »« C'est très drôle, » dit Zéphine. « C'est une idée de Tholomyès, ça se reconnaît. »« Vive Tholomyès !» crièrent Dahlia et Zéphine. Et elles éclatèrent de rire. Fantine rit comme les autres. 1 heure après, quand elle fut rentrée dans sa chambre, elle pleura. C'était son premier amour. Elle s'était donnée à ce Tholomyès comme à un mari. Et la pauvre fille avait un enfant.